Nous vous proposons de retrouver dans un instant Didier Fassin, anthropologue, sociologue et médecin, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche, mercredi 26 janvier 2022. Il y présentait l'ouvrage collectif qu'il a dirigé, La société qui vient, paru aux éditions du Seuil, qui appelle une réflexion collective aux grandes questions du temps présent, de la mondialisation au populisme, des migrations aux pandémies, des discriminations au commun, de la laïcité à la désobéissance, des plateformes numériques à l'économie solidaire. Le livre porte un regard lucide sur les transformations définissant notre monde. Bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être venus nombreux. Merci Didier Fassin, on est très heureux de vous accueillir à la librairie Ombre Blanche autour de cet ouvrage collectif que vous avez coordonné, donc La société qui vient, aux éditions du Seuil. Je rappelle que vous êtes médecin, anthropologue, sociologue, que vous êtes titulaire de la chaire de sciences sociales à l'Institute for Advanced Study à Princeton, que vous êtes directeur d'études à l'EHSS, qu'entre 2019 et 2021, vous avez été titulaire au Collège de France de la chaire de santé publique et vous êtes aussi l'auteur, notamment aux éditions du Seuil, d'ouvrages La vie, mode d'emploi critique, Mort d'un voyageur et paraît aussi Les mondes de la santé publique, mais aussi de nombreux autres ouvrages. Alors, la société qui vient renvoie à la notion de crise. De crise, je dirais, qui n'en finissent pas. Crise financière, crise sanitaire, crise environnementale, la question des exilés, crise du patriarcat, crise de la démocratie. Alors on peut se demander si la crise serait telle la nouvelle normalité peut-être, avec pour corollaire des réponses dans l'urgence, un peu comme depuis pas mal d'années peut-être, nous sommes dans un état d'urgence permanent, tel que l'avait pointé il y a pas mal de temps quelqu'un comme Agamben, par exemple. Et alors, ce livre se veut, je crois, une interrogation sur notre temps. Chaque section, d'ailleurs, ouvre sur des enjeux, des analyses, des regards qui tentent d'anticiper ce qui va advenir, ou peut-être d'ailleurs ce qui advient déjà. Et ce que j'ai trouvé de très intéressant et qui vient un peu à la fin de l'ouvrage et qui m'a paru très important, sont les contributions notamment autour de livres courts qui posent les problèmes de la pandémie, du genre, du travail, de l'immigration et quelque part de l'humain. Alors, je serais tenté de dire, est-ce que, pour commencer cette conversation, est-ce que cette société qui vient n'est-elle pas déjà là? Et je dirais que le regard critique que vous portez sur la notion de crise, comment, pour vous, se définirait la crise telle qu'on peut la vivre actuellement? Je vous remercie. Vous avez posé les questions et apporté les réponses sur beaucoup des points que vous avez évoqués. Le projet général de ce livre, dont l'intuition, je dirais, est venue au moment de ce qu'on a appelé la crise des Gilets jaunes, c'était de prendre un pas en arrière sur une situation qui, à l'évidence, était problématique de la France, alors qu'il existait des livres de qualité qui étaient publiés sur le mouvement lui-même, avec des approches diverses, ethnographiques, sociologiques, politiques. Tout cela était très intéressant, mais je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de
de se dire, voilà, ce moment nous dit quelque chose, ce mouvement nous dit quelque chose. Et c'est comme ça que l'idée est venue. Les idées de livres parfois, et surtout un livre avec un tel nombre d'auteurs, il y en a presque 70. C'est quelque chose qu'on hésite à faire, dans quoi on hésite à s'engager. Mais en même temps, je crois que les idées ont commencé à germer. Et puis, il y a eu ce qu'on a appelé la crise sanitaire, qui correspond beaucoup plus à la réponse à la pandémie que la pandémie elle-même. Donc à ce moment-là, j'ai en quelque sorte repris mon bâton. Et donc c'était il y a 1 an et demi à peu près. Et j'ai essayé de concevoir un livre qui, comme vous l'avez dit, essaie de regarder sous de très nombreuses facettes, parce qu'il y en a 63 je crois, de regarder donc notre société. Et on s'est limité à la société française, même si on se penche aussi sur des comparaisons qui peuvent être faites avec d'autres pays et d'autre part sur des circulations qu'il peut y avoir au niveau international. Mais disons que le livre porte sur la société française, en essayant de comprendre ce qui était en jeu dans cette société, de façon à non pas évidemment annoncer un futur, mais plutôt regarder ce que sont les enjeux sur lesquels il est très important de réfléchir aujourd'hui parce qu'ils annoncent ce qui se fera demain. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est construit. Et puis petit à petit, il m'a semblé qu'il y avait des grandes thématiques qui correspondaient à des enjeux, que ce soit autour de, et c'est le premier chapitre, et à chaque fois, le premier chapitre de chaque partie est particulièrement significatif. Et donc, en l'occurrence, le premier chapitre s'appelle Terre, et c'est bien sûr sur la dégradation de la planète et ses conséquences. Puis il y a également la mondialisation, le terrorisme, le complotisme, la financiarisation de l'économie, etc. Et une seconde partie qui porte sur la question politique, au fond, et là aussi qui s'ouvre avec un chapitre sur la démocratie, mais dont les chapitres suivants, au fond, déclinent certaines des menaces qui pèsent aujourd'hui sur notre démocratie. Donc il y a un chapitre sur l'autoritarisme, un chapitre sur le populisme, un chapitre peut-être un peu plus heureux sur le progressisme, encore qu'ils comprennent aussi des dimensions critiques. Et puis cette tension entre représentation et participation, l'échec de la représentation qui appelle de la participation, cette tension également entre mobilisation et démobilisation, c'est-à-dire qu'on voit bien que l'abstention a rarement été, peut-être jamais été aussi importante dans les élections, mais qu'en même temps il y a des mobilisations, il y a des mouvements qui se font. Puis ensuite, il y a tout un ensemble qui porte sur ce que j'ai appelé les mondes, c'est-à-dire des mondes sociaux en réalité, qui peuvent être aussi bien les campagnes que les banlieues, et sur le plan institutionnel, la police, la prison, l'hôpital, l'université, etc. Et puis, je crois au cœur du livre, il y a cette section sur les inégalités, parce que je pense que c'est l'un des enjeux les plus importants, les moins débattus, et surtout ceux pour lesquels les politiques aujourd'hui ne vont pas dans le bon sens puisque nos inégalités augmentent. Et donc, ces inégalités sous différents aspects, aussi bien en termes de santé, en termes d'école, en fonction des âges, concernant les jeunes, les personnes âgées, les femmes, etc. Ensuite vient une section qui porte sur les reconnaissances. Et là aussi, ça avait une importance particulière parce qu'il s'agissait de faire apparaître ce qui aujourd'hui émergeait dans la société, souvent de façon très controversée, mais qui à la fois représentait des reconnaissances de questions dans notre société, et en même temps, à travers mon choix, la volonté de reconnaître ces reconnaissances. Ça concerne par exemple le genre, la race, le décolonial, mais ça concerne aussi les classes, bien sûr, le care, et enfin, une partie qui essaie peut-être d'avoir un regard un petit peu plus à la fois orienté vers l'avenir et en même temps un peu plus radieux, presque, qui concerne les expérimentations, les innovations que l'on voit apparaître sous différentes formes, souvent de manière assez localisée, mais qui peuvent donner des pistes ou encourager face à une reproduction de ce qui serait l'ordre tel qu'il est. Et donc, ça concerne aussi bien la défense des biens communs que la possibilité de désobéissance civile, la remise en cause de la production et de la consommation, de nos modes de production et de consommation, la découverte également que l'homme n'est pas le seul habitant de la planète et qu'il y a d'autres êtres vivants, et donc c'est un chapitre sur les non-humains
qui, comme vous le savez, est devenu un sujet important dans nos sociétés, de préoccupation par rapport notamment aux animaux, mais pas seulement, la nature en général. Et puis, comme vous l'avez signalé, je me suis fait en quelque sorte le plaisir de solliciter des amis dans une partie qui s'appelle Libre Cours, en leur demandant de traiter le sujet qu'ils voulaient. Et ce sont des étrangers, non pas de porter un regard sur la France, parce que ça aurait été un petit peu artificiel de leur demander que pensez-vous de la France aujourd'hui, mais plutôt de choisir ce sur quoi ils avaient envie d'écrire. Donc, le philosophe allemand Axel Honneth écrit sur le travail, cette construction de la catégorie du travail jusqu'à ce que nous connaissons aujourd'hui. Léa Ypi, qui est une philosophe albanaise qui est maintenant en Angleterre, qui parle de la gauche et l'immigration, donc le dilemme de l'immigration pour la gauche. Roberto Esposito, qui parle de l'épidémie, de la contamination, etc. Voilà. Et vous parliez du genre, il y a un chapitre sur le genre avant, mais ça, c'est la question du genre dans un mouvement radical en Palestine. L'idée, dans ce chapitre, comme je dirais dans tous les chapitres, c'est de déstabiliser un peu ce que nous croyons connaître et ce qui circule dans le sens commun, dans les médias, dans le discours politique, etc. Et c'est de déstabiliser un peu ces choses pour nous amener à réfléchir. Il y a deux mots qui ont servi en quelque sorte à donner une indication aux auteurs, tous les auteurs, tout en laissant une très grande liberté. Le premier mot, c'est le mot critique. Ayez une pensée critique sur les sujets que vous connaissez bien, sur lesquels vous travaillez. Et le deuxième mot, c'est public, c'est-à-dire écrivez pour un public qui ne soit pas le public habituel, c'est-à-dire le monde académique, universitaire, scientifique, mais un public large, de gens qui ont envie de s'intéresser à ces questions et qui ont envie de rencontrer des spécialistes, des experts, des chercheurs qui peuvent donner à penser au fond. Alors effectivement, le pari de l'ouvrage, vous venez de le préciser, c'est peut-être d'essayer de penser le long terme, si je puis dire. Parce que l'idée de crise, par exemple, moi je me souviens d'un article de Libé dans les années 80 qui avait déjà intitulé « C'était Vive la crise », je me souviens, donc ça veut dire que la crise, ça fait déjà pas mal de temps qu'on y est dedans. Et je crois que le pari de l'ouvrage, vous venez de le dire un peu, c'est peut-être d'essayer de saisir ce moment critique tel qu'il se présente aujourd'hui et de prendre le temps de réfléchir peut-être à cette fameuse société qui vient, on ne sait pas laquelle, si je puis dire. Il y a des prémices qui ne sont pas très marrantes, mais donc de penser sur le long terme. Alors pour faire aussi référence à ce que vous êtes, si je puis dire, vous êtes aussi médecin. Vous avez aussi un engagement citoyen, notamment du côté des Alpes, si je puis dire, à travers des maraudes en regard de la situation envers les exilés. Comment avez-vous pu mettre en lien, à travers cet ouvrage et les articles notamment dont vous êtes l'auteur, on reviendra sur le complotisme un peu plus tard, à travers à la fois cette confrontation entre votre propre pratique et la façon dont vous vous êtes inscrit dans cet ouvrage? Le mot crise, un certain nombre d'entre vous le savent, vient du grec classique et a d'abord été appliqué dans le domaine de la médecine. Crisis, c'était à la fois le moment crucial dans l'évolution d'une maladie et la décision que le médecin devait prendre pour faire évoluer cette maladie à ce moment critique vers soit la vie, soit la mort. Donc il y a cette généalogie, et en tout cas cette étymologie de la crise qui renvoie à la médecine. Au passage, puisque vous disiez c'est Vive la crise, Edgar Morin a écrit un livre qui s'appelle Chrysologie, la chrysologie, un article, pardon. Je crois que ça s'appelait même Vers une chrysologie. On ne parle pas beaucoup de chrysologie, mais en tout cas on parle beaucoup de crise. Alors vous m'interrogiez sur un élément plus personnel. C'est vrai que dans le choix d'écrire, j'ai écrit 2 chapitres, l'un que j'ai écrit seul, l'autre que j'ai écrit avec Anne-Claire Defossé. Il y a eu un moment où sur les inégalités, je me suis dit on ne peut pas faire l'impasse sur la question des exilés. Ces personnes qui sont contraintes de quitter leur pays. Alors je dis contraintes parce que c'est très important. Le choix du mot exilé, c'était pour éviter ce débat permanent entre le gouvernement qui parle de migrants et les associations qui parlent de réfugiés. Et en fait, ces personnes peuvent être
à la fois les deux. Ils peuvent être partis pour des raisons qui sont à la fois économiques et de persécution. Et donc, exilé, là aussi, il y a une étymologie qui renvoie, qui renvoyait au départ au fait d'être forcé à partir par un tyran, par exemple. Mais aujourd'hui, ça renvoie plus largement aux personnes qui sont forcées à partir, quelle qu'en soit la cause. Et je crois que c'est une des questions importantes dans notre société. Et il se trouve que depuis longtemps, je travaille sur les questions d'immigration et que depuis 3 ans, je travaille à la frontière entre l'Italie et la France, dans les Alpes du Nord, à l'endroit où se trouve le seul passage entre les deux pays, c'est-à-dire le col de Montgenèvre. Et donc, je travaille dans cette région du Briançonnais, à l'interface, au lieu de rencontre entre des exilés, dont la plupart ont une expérience de 3 à 5 ans d'itinéraire depuis leur point de départ, ce point de départ étant aujourd'hui très souvent l'Afghanistan, parfois l'Iran, mais ce sont en réalité des Afghans qui vivaient en Iran. Beaucoup aussi du Maghreb, avec cette chose assez remarquable que les personnes qui quittent le Maroc, l'Algérie, parfois la Tunisie, et qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire très proche. C'est quand on est en Tunisie, on est vraiment juste de l'autre côté, c'est la Sicile ou c'est Lampedusa. Eh bien, ils font eux aussi ces voyages de plusieurs années parce que, comme la Méditerranée est trop dangereuse et la Libye est trop dangereuse également avant d'entrer dans la Méditerranée, ils passent par la Turquie. Donc, ils font, par exemple, Tunisie-Turquie. Et ensuite, ils prennent la route des Balkans, comme les Afghans, comme les Iraniens, comme les Syriens, etc. Et certains viennent aussi d'Afrique subsaharienne, notamment de Guinée, de Côte d'Ivoire, du Mali, parfois de Somalie, etc. Donc il y a ce premier groupe, on appelle les exilés. Et puis il y en a un second, qui sont bien évidemment les gendarmes et les policiers qui essaient de les empêcher de franchir la frontière, avec évidemment comme conséquence que les exilés doivent prendre des chemins de plus en plus dangereux dans la montagne et notamment dans la neige en ce moment, pour échapper à la police qui dispose d'un équipement très sophistiqué pour les repérer, y compris la nuit. Et puis vous avez parlé des maraudeurs, mais disons plus généralement ceux qui se nomment eux-mêmes les solidaires et qui peuvent être soit effectivement des maraudeurs qui vont faire du secours en montagne, soit des accueillants, des personnes qui sont dans un refuge où ils accueillent ces exilés. Donc c'est cette interface entre les trois, cette rencontre que certains essayent de provoquer et à laquelle d'autres essayent d'échapper, que nous étudions avec Anne-Claire de Fossé. Et au fond, le chapitre que nous avons consacré à Exilés, bien sûr, est nourri de cette expérience. Une expérience, entre parenthèses, dans laquelle le chercheur ne peut pas être simplement un observateur. Le chercheur est aussi quelqu'un, ou la chercheuse sont aussi quelqu'un qui ne peuvent pas être passifs devant ces situations et donc qui donnent un coup de main. Pour ma part, une consultation médicale, les maraudes, pour Anne-Claire de Fossé, l'accueil, la cuisine, enfin, des choses très, très triviales au fond, et qui sont très utiles pour notre recherche, mais aussi qui sont simplement qu'on ne reste pas les bras ballants quand on fait des recherches comme ça. Et donc, ça nous a permis, au fond, de resituer ce que nous voyons dans le cadre d'évolution des politiques. Vous savez, vous entendez à quel point la question de l'immigration est devenue extrêmement lourde ces dernières années, depuis 2015, lorsqu'il y a eu effectivement un flux relativement important seulement, puisque si on pense que 2 millions de personnes au maximum, la plupart syriens, fuyant la guerre civile, sont venus en Europe, l'Europe c'est quand même 500 millions d'habitants. Donc 2 millions pour 500 millions d'habitants, ça fait je crois 0,4%. C'est quelque chose qui est absorbable au niveau d'un continent. D'autant plus qu'une partie non négligeable de ces personnes exilées sont des personnes qui ont déjà des diplômes ou qui sont des étudiants déjà avancés, etc. Et donc qui vont contribuer à la richesse, au fond, surtout de l'Allemagne et de la Suède, puisque c'est les deux pays qui ont accepté de prendre ces personnes. Donc depuis ce moment-là, il y a une fixation qui, bien sûr, est beaucoup plus ancienne, mais qui s'est renouvelée sur la question de l'immigration. Par exemple, montrer que cette politique, telle qu'on peut l'observer dans les Alpes, est probablement, comme je l'écris dans une tribune du prochain numéro de Alternative économique, est probablement la politique publique la plus coût-inefficace des politiques publiques françaises, puisqu'on parle de 3000 personnes qui essayent de passer et qui passeront toutes.
hein, parce que vous savez, quand vous avez passé 3 ans ou 5 ans sur la route, ce n'est pas des escadrons de gendarmerie qui ne leur tirent quand même pas dessus, hein, qui les renvoient simplement, quand ils les attrapent, qui les renvoient en Italie. Les gens essayent 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, et puis ils arrivent à passer. Donc ils passent tous. Et pour ça, on dépense chaque année pour les 2 escadrons de gendarmes mobiles, la police aux frontières, on dépense 60 millions d'euros chaque année. Chaque policier ou gendarme coûte de l'ordre de 250 000, 256 000 exactement, 250 000 euros chaque année, hein, donc pour placer là, pour une inefficacité que reconnaissent aussi bien la préfecture que les responsables des unités de police et de gendarmerie, que les gendarmes et le policier de base. Donc voilà, là, il s'agit de comprendre au fond une politique et non pas d'utiliser des arguments qu'on pourrait utiliser moraux ou politiques, mais simplement de faire un état des lieux de cette question en s'appuyant entre autres sur un cas comme celui que je viens de donner et qui nous amène à nous poser la question, voilà, il y a des migrations. L'essentiel de ces migrations, comme le rappelle François Héran dans son chapitre, l'essentiel des migrations dans le monde se font en Asie et en Afrique, c'est-à-dire dans les pays voisins des pays d'émigration. Mais il en reste une partie qui viennent en Europe et notamment qui viennent en France. Et il s'agit de regarder avec réalisme cette situation et de voir s'il est préférable d'utiliser des moyens considérables pour faire de la police et de la répression, ou si ces mêmes moyens peuvent être utilisés pour faire de l'éducation, de l'intégration, des programmes de formation professionnelle, etc., pour ces personnes qui n'ont qu'une envie, qui est effectivement, pour celles qui restent en France, parce que beaucoup partent ailleurs, c'est de rester. Donc voilà un exemple, si vous voulez, évidemment, c'est plus facile de parler de mon chapitre que de parler des plateformes numériques, qui est un sujet qui est traité par Antonio Casilli, qui est un des meilleurs spécialistes en France de cette question, mais pour lequel je serais moins à l'aise pour le commenter. Lorsqu'on revient sur la démarche générale de l'ouvrage, ça m'a fait penser quelque part à la misère du monde de Bourdieu et à des enquêtes aussi qu'avait menées Pierre Rosanvallon à une époque. Alors, je me demandais si vous vous situiez dans cette continuité-là, si je dirais à la fois continuité et différence, si je puis dire. Alors effectivement, la taille fait penser à la misère du monde. Donc 1350 pages, voilà. Et sur la plage, je ne recommande pas. Donc la taille, effectivement, on est dans le même ordre de grandeur, chez le même éditeur. Mais ce sont 2 exercices qui sont, outre le fait que je ne me comparerai pas à Pierre Bourdieu, mais ce sont 2 exercices qui sont différents, puisque Pierre Bourdieu avait réuni une équipe de gens qui étaient allés faire des entretiens dans de très nombreux et très divers milieux pour essayer de comprendre cette souffrance, comme il le dit, et qui est une souffrance pas simplement des plus vulnérables, mais qui est une souffrance qui traverse en quelque sorte les différents métiers, les différentes catégories sociales. Donc c'est le résultat d'une enquête qui n'est pas tout à fait ethnographique parce que c'est plutôt des entretiens. Là, en l'occurrence, c'est plutôt un état des lieux critique, c'est-à-dire j'ai demandé à chaque auteur de penser le sujet sur lequel il ou elle travaillait, auteur et autrice, pour essayer d'avoir, je dirais, une connaissance qui soit, un savoir qui soit à la fois accessible, mais en même temps qui entraîne le lecteur ou la lectrice vers une réflexion personnelle sur ce qui est exposé. C'est-à-dire pas simplement apprendre quelque chose, mais réfléchir sur quelque chose. Alors, bien sûr, Pierre Bourdieu fait réfléchir aussi, hein, mais c'est d'une façon différente, parce que c'est une enquête. Là, c'est plutôt un diagnostic. Autre article que vous avez écrit, c'est autour du complotisme. On entend tout et n'importe quoi actuellement autour de cette notion, et je voudrais vous demander comment vous l'avez, je dirais, conçu, puisque derrière, comme l'on dit, philosophiquement, se pose la question, si je puis dire, de la quête de la vérité. Alors comment, dans le monde tel que nous le vivons, comment vous avez, je dirais, conçu, abordé, discuté cette question qui prend de plus en plus de place, qui me paraît très importante?
D'abord, c'est une question importante, disons les questions des théories du complot. C'est une question dont il n'est pas évident que son objet soit devenu plus fréquent. On dit tout le temps, il y a de plus en plus de théories du complot. Ça, c'est pas évident du tout. Ce qui est évident, en revanche, c'est que les théories du complot sont rendues plus visibles aujourd'hui. Elles sont rendues plus visibles et elles peuvent poser des problèmes sérieux à une société. Pensons par exemple aux théories du complot au Nigeria autour du vaccin antipoliomyélitique, avancé par des chefs religieux notamment. Les études montrent que c'est plus compliqué que ça, mais enfin disons pour le résumer, et donc qui a amené une partie de la population significative à ne plus vacciner les enfants contre la polio, et quelques années plus tard, une épidémie de poliomyélite au Nigeria. Pensons à Donald Trump, qui, à maintes reprises, évoquait le fait que le réchauffement climatique était une invention des Chinois pour gagner dans leur compétition économique avec les États-Unis. Il s'est accompagné aussi d'un définancement, enfin d'une baisse de financement des principaux organismes qui s'occupent aux États-Unis de ces questions environnementales. On voit que ça peut avoir des conséquences graves en tant que théorie du complot. En même temps, les choses sont immédiatement compliquées puisqu'on voit qu'on peut s'accuser mutuellement de théoriciens du complot ou de complotistes. Vous prenez aux États-Unis, autour de l'affaire de l'influence des Russes dans les élections qui ont porté Donald Trump à la présidence, eh bien, les démocrates accusaient les Russes d'un complot contre les États-Unis pour faire élire Donald Trump, et les républicains accusaient les démocrates de faire un complot pour déstabiliser Donald Trump en disant que c'était faux, cette histoire de complot. Donc on voit déjà sur des cas qui sont quand même pas mineurs, puisque là, c'est la démocratie des États-Unis qui est en cause. Donc, sur des exemples comme ça, on voit qu'on peut se renvoyer l'accusation de faire des théories du complot. C'est un problème sérieux, mais je crois que c'est un problème qu'il faut aussi étudier sérieusement. Et je pense qu'aujourd'hui, ça n'est pas toujours le cas. Si vous allez sur Internet, vous verrez qu'il y a aujourd'hui un très grand écart entre, d'une part, le rapport de la commission Bronner, qui s'intitule « Vérité à l'ère des Lumières », donc une version très positiviste, très à la fois inquiétante sur la gravité du problème, mais rassurante sur la capacité de le résoudre, bien sûr avec un arrière-fond politique, évidemment. Et à l'autre extrême, donc un livre tout noir qui vient de sortir et qui s'appelle Manifeste conspirationniste, qui défend l'idée qu'il faut être conspirationniste aujourd'hui parce que le complot est partout et le complot est en train de gagner, notamment à travers une épidémie dont on a voulu nous convaincre qu'elle existait alors qu'en réalité elle n'existe pas et que par conséquent on essaie d'imposer des mesures liberticides, ce qui évidemment est vrai, mais pour contrôler la population. Donc là, on a un grand écart entre des positivistes qui dénoncent le complot partout et des complotistes qui, au contraire, assument la position du complot. Alors, pour moi, écrire un chapitre sur le complotisme, c'est un thème sur lequel je travaille depuis une quinzaine d'années de façon intermittente, puisque c'est le sujet que j'avais traité en Afrique du Sud au moment de l'épidémie de sida, puisqu'il y a eu une théorie du complot très importante qui a été développée au plus haut niveau du pays. Le président Thabo Mbeki, c'est ministre de la Santé, etc. Donc c'est un sujet sur lequel je travaille réfléchi depuis longtemps. Et je me suis dit, donc il faut essayer de le traiter, mais en étant sur une ligne de crête qui est vraiment très délicate, pour ne pas être accusé moi-même de faire le jeu des théoriciens du complot et en même temps pour ne pas tomber dans cette panique morale qui s'est développée autour de ces théories du complot. Je veux juste vous rappeler, certains d'entre vous, vous avez tout à l'heure mentionné Libération, mentionné au début juin 2018, je crois, ou 19, tous les médias, c'est-à-dire tous les grands journaux, Le Monde, Le Figaro, Libération, l'Obs et les médias audiovisuels, ont titré sur le fait que 80% des Français croyaient à des théories du complot. Vous voyez, 80%, ça fait beaucoup dans cette salle. Et en fait, ce 80% sortait d'une enquête, allez la regarder, c'est une enquête de l'IFOP, je crois, allez la regarder parce que vraiment, c'est un degré très bas dans la réalisation des sondages d'opinion.
tout est mélangé. À certaines questions, il y a plus de gens qui disent croire à une théorie que de gens qui connaissent cette théorie. Vous voyez ? Donc, on ne la connaît pas, mais on y croit. Vous voyez ? On ne sait pas combien n'ont pas répondu. Il n'y avait pas la possibilité de dire « je ne sais pas » ou « je ne veux pas répondre », ce qui existe dans tous les questionnaires, tous les sondages. Donc, sur cette base d'une enquête qui est véritablement très problématique, eh bien, on crée une sorte de peur collective de ce qu'en anglais, mais maintenant aussi en français, on appelle une panique morale, en disant, voilà, les théories du complot sont partout. Ce que j'ai essayé de faire, outre de rappeler l'histoire des théories du complot, ce n'est pas une chose nouvelle, ça fait très longtemps, ce n'est pas une chose qui est propre au monde occidental, il y en a ailleurs aussi. C'est surtout de dire, bon, comment est-ce qu'on peut à la fois se positionner dans la compréhension et peut-être du coup aussi dans les réponses qu'on peut apporter. Un très grand spécialiste des complots aux États-Unis, Kaczynski, qui était principal conseiller d'Obama sur les affaires scientifiques, lui proposait d'infiltrer les milieux complotistes. Alors vous voyez, infiltrer les milieux complotistes, comment mieux valider chez les complotistes l'idée qu'il y a un complot, hein. Donc ce n'est pas du tout dans cette ligne-là que je me situe, c'est plutôt de réfléchir. Les théories du complot, certains distinguent deux sortes de théories du complot, en particulier de grands politistes états-uniens qui distinguent ce qu'ils appellent des théories du complot. C'est des choses qui sont de naissance plus ou moins spontanée, etc. Et ce qu'ils appellent des complots sans théorie. Et on a vu, par exemple, se multiplier aux États-Unis des histoires où on décrivait ce qu'on appelait le Pizzagate, qu'il y avait dans une pizzeria des enlèvements d'enfants pour des actes de pédérastie, de viol, etc. Et qui impliquait évidemment le plus haut niveau des démocrates, y compris Hillary Clinton, etc. Donc on voit bien qu'il y a peut-être des différences à faire entre des théories du complot qui sont complexes, comme celles que j'évoquais tout à l'heure au Nigeria, par exemple, et des théories qui sont l'extrême droite et aux États-Unis qui jettent comme ça des bouteilles à la mer sur le mode que je viens d'indiquer. Mais la question, au fond, pour moi, c'est pas tellement qui produit les théories du complot, mais c'est qui les reçoit. Pourquoi y a-t-il, même si ce n'est pas 80%, pourquoi y a-t-il une partie non négligeable de la population qui croit à ces théories, qui adhère à ces théories, et comment est-ce qu'on peut analyser ce phénomène et comment est-ce qu'on peut y répondre. Donc analyser ce phénomène, ça a été fait dans de nombreuses études, celle-là scientifique et pas sondagière, qui montrent que plus on se sent dépossédé, plus on se sent dominé dans une société, moins on a confiance dans ceux qui sont au pouvoir, et plus on a tendance à croire dans ces théories. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de théorie du complot et de personnes qui adhèrent aux théories du complot dans les hautes couches de la société. Bien sûr que non. Mais disons, statistiquement, c'est plus fréquent dans ces milieux. Et donc, puisque, au fond, une grande partie de ces questions de théorie du complot et de l'adhésion à ces théories du complot relève d'une défiance à l'égard du pouvoir, eh bien, la première chose qu'on pourrait dire, c'est que les gouvernants essayent de regagner de la confiance. Prenons la pandémie actuelle. Il est certain que lorsque on commence par dire que les masques sont inutiles et même très compliqués à mettre, mais en tout cas sont inutiles, quand quelques mois plus tard on dit qu'il faut les mettre et qu'on oblige les gens à les mettre, il y a quelque chose qui là induit un manque de confiance. On pourrait multiplier, il y a de très nombreux exemples, par exemple sur la question de l'adhésion aux vaccins. Au début, quand les vaccins sont arrivés, après l'intervention du président de la République disant qu'il ne fallait pas y aller trop vite sur les vaccins parce qu'on ne savait pas vraiment ce que c'était, il y a une perte de 20% d'adhésion aux vaccins. Donc, il y a des responsabilités politiques. Et donc, il s'agit bien, là, d'essayer d'examiner, de comprendre comment se produisent des théories du complot, comment elles se reçoivent. Et bien sûr, ça a toujours existé, ça existera probablement toujours. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'il y a des solutions faciles. Mais en tout cas, il y a des chemins qui permettent de restaurer une certaine confiance dans la science, pour une part, mais surtout dans le pouvoir qui disent comment nous devons nous comporter.
Je pense, et beaucoup de sondages le montrent, ou d'enquêtes le montrent, je pense que c'est moins une défiance dans la science qu'une défiance dans le pouvoir. Et on a trop tendance à assimiler les deux. Je crois que la médecine et la biologie continuent pour une grande majorité de gens à être un objet de confiance. En revanche, nul besoin de dire qu'en particulier en France, mais pas seulement, les gouvernants ont considérablement perdu de la confiance. Didier Fassin à la librairie Ombre Blanche le 26 janvier 2022 autour de l'ouvrage qu'il a dirigé, La Société qui vient, édition du Seuil. On voit à travers ce que vous venez de dire, lorsque l'on parcourt cet ouvrage, que celui-ci pose toute une série de questions autour, par exemple, des grandes questions actuelles et sociétales, la violence notamment, la tolérance, l'engagement et la question de la démocratie notamment. J'ai été très intéressé notamment par l'article de Michael Flessel qu'on avait reçu ici pour son ouvrage sur 1938. Et alors je me suis demandé en le lisant, et lorsque l'on regarde de façon transversale cet ouvrage, on se dit d'une part que quand même l'angoisse et l'anxiété sont toujours là, et on se demande, et je reviens à la question démocratique, s'il n'y a pas quelque chose qui ressemble ou qui pourrait ressembler, c'est pour ça que je fais référence à Michael Flessel, aux années 30. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors le livre de Michael Flessel s'appelle Récidive, et c'est un parallèle entre 1938 et puis 2017 ou 2018, je ne sais plus. Et c'est un parallèle qui est extrêmement rigoureux, hein. Ce n'est pas une comparaison rapide, un peu idéologique, etc. C'est un parallèle rigoureux de la part de quelqu'un qui n'est pas historien, mais qui dit, voilà, je suis tombé sur ces éléments et j'ai commencé à faire un travail d'archives et à essayer de comprendre et en même temps de jeter un peu une alerte sur ces parallèles. Donc ce que dit dans son chapitre Michael Flessel, qui est, je crois, important à rappeler, c'est que la critique de la démocratie, pour l'essentiel, aujourd'hui, dans notre pays, est une critique non pas de la démocratie comme principe, mais du dévoiement de ce principe démocratique. C'est pas que les gens ne croient pas dans la démocratie, mais c'est qu'ils se rendent compte, ils ne croient pas dans ce qu'on nous vend comme étant une démocratie. C'est ça qui est l'essentiel de son argument. Donc c'est important parce que ça veut dire qu'il n'y a pas un éloignement, disons. Bien sûr, il y a certains qui sont pour des politiques plus autoritaires, il y a des retours vers le populisme, mais malgré tout, il y a cette idée forte que la démocratie reste le moins pire des régimes. Mais effectivement, ensuite, tous les autres chapitres attirent notre attention sur une situation où la représentation ne représente plus en France. Il y a, je crois, un quart des salariés à peu près qui sont des ouvriers. Il y a 0 ouvrier à l'Assemblée nationale. Et si vous regardez même dans les conseils municipaux, même dans des villes communistes, vous avez des conseils municipaux où il n'y a plus un seul ouvrier dans le conseil municipal. Donc la représentation ne représente plus et la participation a du mal à être reconnue. Elle existe, elle se développe au niveau local, vous en avez sûrement des exemples à Toulouse, mais regardez comment on a traité la Convention citoyenne sur le climat. Il y avait là quelque chose qui semblait un geste intéressant. Alors, notons quand même que c'est un geste intéressant du haut vers le bas, toujours. C'est-à-dire, c'est le souverain qui donne la possibilité à certains de ces sujets de travailler ensemble. Et bon, c'est déjà ça. Et même ça, les résultats de cette commission citoyenne ne sont pas suivis par le gouvernement. Et alors, regardons également, ce sont un autre chapitre, sur la question de la démobilisation. Et cette question de la démobilisation, en fait, elle est souvent mal comprise. C'est-à-dire, bien sûr, il y a un fait objectif qui est des niveaux d'abstention très élevés en France, aux dernières élections, et particulièrement élevés chez les jeunes et
dans les populations les plus fragiles, les plus vulnérables, en particulier les populations d'origine immigrée. Ce qui veut dire que l'élection se fait sur le poids électoral des personnes âgées et des classes supérieures. Ça doit dire quelque chose, une situation comme ça, notamment par rapport aux jeunes, que les jeunes ne croient plus à la représentation. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que des enquêtes dans différents endroits, et j'étais hier une présentation d'enquête à Roubaix, qui montrent que ces jeunes et ces, disons, personnes de conditions modestes sont très politisées, c'est-à-dire qu'elles ont un sens, et beaucoup d'études le montrent, elles ont un sens politique qui est très développé, qui est plus développé en tout cas que la majorité. Et dans les enquêtes, c'est 1,5 fois plus. Donc ils votent moins, mais ils sont plus politisés. Mais ils sont politisés en disant, mais de toute façon, ça ne sert à rien de voter, puisque de toute façon, c'est ça, c'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'il dit. Donc là, on voit bien ces problèmes qui se posent à la démocratie et qui doivent nous faire réfléchir, encore une fois, c'est ce que je ne cesse de dire, nous faire réfléchir sur dans quelle direction voulons-nous aller pour avoir une reconnaissance plus grande et une pratique plus grande de la démocratie. Alors, pour des raisons sanitaires et de recommandation, nous ne ferons pas passer le micro. Donc, il suffira de lever le doigt et de parler fort. Et donc, Didier répondra. Merci à tous les trois pour des questions et des commentaires aussi très intéressants. En partie, le destin d'un livre comme ça dépend des libraires, dépend des médias et bien sûr du public. Évidemment, c'est un pavé, comme vous avez dit. On pourrait imaginer des tracts, parce que Gallimard publie des tracts. On pourrait imaginer des libelles, parce que maintenant le Seuil publie des libelles, petits livres. Là, il semblait que c'était important d'avoir quelque chose qui rassemble des chercheurs dont je voudrais dire que ce sont des chercheurs de générations différentes aussi. C'est très important. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont extrêmement confirmés dans les plus grandes institutions françaises. Et puis, il y a des gens qui sont plus jeunes. Et ça me semblait important d'avoir cette diversité-là et de ne pas aller simplement chercher les plus confirmés. En sachant que pour moi, c'est aussi la société qui vient, ces jeunes. C'est-à-dire que ce sont les chercheurs de la société qui viennent, et chercheurs et chercheuses. On a vraiment travaillé de façon... Il y a un autre auteur ici, Jérôme Cordeliez, qui a écrit un chapitre sur sexualité dans ce livre. On a vraiment travaillé de façon extrêmement rapide, tout en étant extrêmement rigoureux, je crois. Et l'idée, c'était de... Voilà, on a un livre que les gens peuvent s'approprier, que des journalistes peut-être peuvent s'approprier également, et qui sort quelques mois, c'est pour ça qu'on s'est hâté de l'écrire, qui sort quelques mois avant les élections présidentielles et les élections législatives. Alors, il ne s'agit pas de dire dans un livre comme ça pour qui il faut voter, mais il s'agit de dire, voilà, on a un débat et une campagne qui ont un degré de profondeur très proche de zéro, Et bien sûr, notre livre n'est pas le seul, il y en a beaucoup, mais celui-ci, disons, essaye de faire une somme, d'où la consistance, le poids, pour réfléchir. Alors, après, c'est vraiment pas un livre qu'il faut lire de la première à la dernière page, vraiment pas. Je crois que si parmi vous, il y en a qui font l'acquisition de ce livre, il faut regarder à la fin la table des matières et se dire, tiens, tel chapitre a l'air intéressant, ou c'est un auteur ou une autrice que j'aimerais bien lire. Voilà, c'est des chapitres de 40 000 signes, certains ont débordé, mais c'est en principe de 40 000 signes, donc c'est pas si long que ça à lire. On entend parler de biens communs et on ne sait pas très bien ce que c'est que les biens communs, mais il y a un chapitre qui est vraiment très... Moi, ça m'a appris beaucoup de choses sur ce que c'est que les biens communs et comment on peut les défendre. Comment les biens communs ne sont pas les biens publics et comment le président de la République confond un peu les deux. Pourquoi c'est important d'avoir ces choses-là en tête, même du point de vue de quelqu'un qui travaille dans une association, par exemple. Mais j'espère que, je ne dis pas ça du tout dans une perspective de promotion et de vente, mais j'espère en tout cas qu'il donnera envie de lire sur beaucoup de sujets, qui sont des sujets dont on entend tout le temps parler et sur lesquels on a une information qui est souvent assez pauvre, je trouve. Alors, c'est vrai que c'est un livre dont j'ai dit aux auteurs parce que, par exemple, je ne vais pas citer, mais
une autrice avait écrit autour de controverses actuelles. Et je lui dis, on peut rentrer par les controverses, mais il faut que dans 10 ans, le livre soit encore lisible. Et que donc, on ne soit pas dans l'actualité, mais que cette actualité, bien sûr, puisse être un point de départ ou un point d'arrivée pour montrer à quel point ces choses-là sont importantes. Moi, j'aimerais bien que ce soit un livre qui, dans 10 ans, soit encore dans les bibliothèques et qui soit encore lisible. Mais vous évoquez la question de réfléchir et agir, hein, principalement. Et je trouve que c'est effectivement une question très importante. Et mon point de vue sur cette question, c'est que ce qu'il faut, quand on est chercheur ou chercheuse, c'est donner le maximum d'éléments de réflexion, et que j'appelle une réflexion critique, pour que ensuite les acteurs, et ça peut être ces chercheurs et ces chercheuses eux-mêmes, mais que pour les acteurs, pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui souhaitez sur un sujet donné vous engager, eh bien que vous ayez là les éléments. Autrement dit, ne pas confondre le rôle du chercheur et de la chercheuse avec le rôle de celui et de celle qui vont faire de la politique, faire du syndicat, faire de l'associatif, etc. Ne pas confondre ces deux rôles-là pour deux raisons. À la fois pour laisser une marge d'interprétation et de compréhension pour agir à tout le monde. Donc ne pas dire c'est comme ça qu'il faut faire, que les gens puissent s'emparer de ça. Mais deuxièmement, je dirais par respect aussi pour ceux qui travaillent dans des associations, des syndicats, des partis politiques. Enfin, je veux dire, des gens qui passent une grande partie de leur temps à agir. Il ne suffit pas d'arriver avec des chapitres ou un livre ou des articles et de leur dire, voilà, c'est ça qu'il faudrait faire. Ça, je trouve que ce n'est pas respectueux du travail que font les gens. Donc c'est pour ça que je suis toujours, moi, à essayer d'ouvrir des espaces critiques, des espaces de compréhension, des espaces d'analyse. Et puis, c'est ce qu'on m'avait dit quand j'avais publié le livre « Punir une passion contemporaine ». On m'avait dit, alors, quelles sont les solutions? Vous ne les écrivez pas. Si je suis invité par un barreau départemental ou si je suis invité par le ministère de la Justice ou par des associations de détenus, je vais dire ça. Je vais dire ce que je pense qu'il faudrait faire. Mais dans un livre comme Punir, je pense que c'est à chacun de s'emparer et de tirer les conclusions qu'il a envie de tirer. Et puis enfin, sur la question des sciences sociales critiques, vous avez raison de dire que, alors, il y a eu d'abord des attaques sur les sciences sociales en général. Fameusement, Manuel Valls disant que, voilà, les sciences sociales, enfin, peut-être même c'était la sociologie en particulier, voilà, comprendre, c'est excuser, merci. Comprendre, c'est excuser, voilà. On avait ça, et maintenant, c'est plus toutes les sciences sociales, c'est les sciences sociales critiques. Alors, on ne dit pas les sciences sociales critiques, bien sûr. On dit celles qui travaillent sur les questions raciales, les questions de genre, les questions de discrimination à l'égard des musulmans, les questions de reconnaissance du poids et de l'histoire de la colonisation. On renvoie tout ça sous des termes que, à vrai dire, personne ne comprend, que celles et ceux qui travaillent sur ces questions n'ont jamais revendiqué. Je pense au wokisme, par exemple, hein, termes qui sont tout à fait étranges. Et donc, il y a vraiment une menace. Et il y a une menace qui est d'autant plus sérieuse, je dirais, ou à prendre au sérieux, que, premièrement, elle vient du plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministre de l'Éducation nationale, parfois le président de la République, premièrement. Deuxièmement, c'est relayé dans le monde académique par un certain nombre de chercheurs qu'on peut dire plus conservateurs, parfois réactionnaires au sens littéral hirschmanien, de dire on ne veut pas du monde tel que vous nous le décrivez, on veut revenir en arrière à d'autres formes de recherche, d'autres formes, etc. Donc il y a cette menace aussi dans le monde académique. Et puis je dirais, pour le public, si on leur dit, regardez, il y a des islamo-gauchistes, et ces islamo-gauchistes sont en partie responsables, complices a été le mot utilisé, complices de la mort de Samuel Paty, et ce sont des gens qui ne respectent pas la laïcité, etc., qui ont peut-être des affinités déguisées avec l'islamisme radical violent. On voit que dans le public, les gens ont du mal à se repérer et peuvent même se retourner contre les sciences sociales critiques. Vous me demandez ce qu'on a fait et ce que j'ai fait, puisque je dirigeais le livre. Dans ce livre, eh ben d'abord, premièrement, je n'ai écarté aucun sujet dont je pouvais penser qu'il était controversé. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai reconnu les reconnaissances, c'est-à-dire que je considère que poser la question raciale, la question du genre et la question des classes, poser la question du décolonial, du colonial, du postcolonial, ce sont des choses sur lesquelles je dis, voilà, ce livre va en parler.
Ce livre les reconnaît comme des sujets très importants de notre société. Il y aura des chapitres qui concerneront ces sujets, puis en laissant une liberté totale aux auteurs sur des questions de forme ou des questions où je pensais qu'il y avait peut-être des compléments à apporter, mais les auteurs à la fin sont libres de ce qu'ils veulent écrire. D'autres questions, remarques? Il est quand même établi aujourd'hui qu'il y a des rapports de domination dans la société et que ces rapports de domination, c'est des rapports qui sont à l'avantage des Blancs par rapport aux gens de couleur, à l'avantage des hommes par rapport aux femmes, on pourrait continuer comme ça, à l'avantage de ceux qui appartiennent aux classes supérieures par rapport aux gens qui appartiennent à la catégorie plus modeste. Donc il y a ces rapports de domination. Et il est établi également, et c'est une question importante que vous posez, c'est une question justement qui fait débat, qui est souvent mal comprise, donc je vous remercie de la poser. Il est établi également que la parole peut se libérer de façon différente lorsque des groupes dominés se retrouvent ensemble. Ce n'est pas pour dire les hommes c'est le mal, quoique le mal, mais c'est pour dire quand on est entre femmes, prenons un cas général, quand on est entre femmes, on arrive à aborder des sujets, non seulement on arrive à aborder des sujets, mais on arrive à parler plus que quand on est avec des hommes. C'est aussi démontré, vous prenez n'importe quel dîner de famille ou vous prenez n'importe quelle conférence, vous allez voir, bon aujourd'hui c'est moi, c'est normal, mais vous allez voir que c'est les hommes qui prennent tout le temps la parole. Et puis on pourrait multiplier les exemples de toutes les situations de domination. Donc il ne s'agit pas de dire que les hommes sont mauvais. Et bien sûr, il faut qu'il puisse y avoir des échanges, des lieux où hommes et femmes puissent discuter ensemble. Mais déjà, simplement le fait d'avoir des espaces où les femmes peuvent se retrouver entre elles pour parler, par exemple, ou bien des gens de couleur de la même façon, eh bien, ça montre, d'une part, ça permet ces conversations qui ont du mal à émerger autrement, et ça montre aux groupes dominants, c'est-à-dire les hommes, les blancs, ça montre que peut-être ils pourraient être plus attentifs à ça. Peut-être ils pourraient se dire, si les femmes ont besoin de se retrouver ensemble par moment pour avoir une parole libre, est-ce que c'est pas parce que justement, quand il y a des réunions mixtes, 80% du temps de parole, c'est les hommes, par exemple. Est-ce que c'est pas parce que certains sujets sont difficiles à aborder devant des hommes ? Moi, je trouve ça intéressant comme démarche. Je ne dis pas qu'il faut que ce soit généralisé, bien sûr, et personne, je pense, même parmi les féministes radicales qui proposent ces solutions-là, ne serait favorable à ça. Mais c'est simplement, encore une fois, se dire, premièrement, pourquoi ça ne serait pas possible dans des conditions, justement, pour répondre à ce problème, non pas pour diviser la société, mais pour avoir des espaces qui sont des espaces de conversation, de discussion entre soi, et qui fait du coup aussi réfléchir les groupes dominants sur la manière dont ils ont tendance à se comporter en groupe. Je trouve que c'est une dynamique intéressante. Alors, ça ne veut pas dire qu'il puisse pas y avoir des excès dans certaines situations, mais je crois qu'il ne faut pas les prendre peut-être comme quelque chose qui serait une atteinte à la virilité ou à la masculinité, mais plutôt comme quelque chose qui amène à une réflexion différente. Je ne sais pas s'il y a ça dans le livre, je ne me souviens plus du chapitre d'Isabelle Claire à ce sujet, mais je trouve en tout cas que c'est intéressant d'avoir ça. Encore une fois, j'en fais pas un programme politique, mais je dis sur les données dont on dispose, sur les relations dominant-dominé et sur l'espace de parole entre dominés par rapport avec les dominants, c'est quelque chose qui est intéressant scientifiquement, je dirais. Bien, je crois qu'on va devoir s'arrêter là. Merci Didier Fassin d'avoir été avec nous. Merci à vous toutes et tous d'avoir été si nombreux à cette rencontre. Donc j'appelle à lire et à faire lire La société qui vient. Donc vous pourrez retrouver cette rencontre sur les podcasts d'Ombre Blanche dans quelques temps. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.
Il s'agissait d'une rencontre avec Didier Fassin autour de l'ouvrage collectif qu'il a dirigé, La Société qui vient, édition du Seuil. Chez cet éditeur, Didier Fassin a fait paraître La vie, mode d'emploi critique en 2018, Mort d'un voyageur en 2020 et Les mondes de la société publique en 2021. Enregistré mercredi 26 janvier 2022 à la librairie Ombre Blanche, réalisé et mise en onde par Radio Radio.